Dans les ruelles pavées de Strasbourg, où l'histoire s'entremêle avec le présent comme les branches des arbres centenaires qui bordent ces avenues, une jument grise au port majestueux était devenue bien plus qu'une simple curiosité locale. Jeanne, comme l'indiquait la petite note attachée à son licol, était une légende vivante qui, depuis 15 ans, parcourait seule les rues de la ville avec une grâce particulière. Mon nom est Jeanne. Je ne me suis pas échappé. Je me promène simplement. Merci. Cette note, écrite d'une écriture élégante et légèrement décolorée par le temps, était devenue aussi familière pour les habitants que les cloches de la cathédrale. Chaque matin, au premier rayon du soleil, Jeanne quittait son écurie pour entreprendre sa promenade quotidienne, suivant un itinéraire qu'elle seule semblait connaître. Émile Dubois, son propriétaire de 82 ans, vivait dans une modeste maison en pierre, près des canaux qui serpentent à travers la ville. Les rides profondes sur son visage témoignaient d'une vie riche en expérience, et ses yeux bleus délavés brillaient d'une sagesse tranquille. Chaque matin, il observait Jeanne partir de sa fenêtre, un rituel qui durait depuis si longtemps qu'il était devenu aussi naturel que le lever du soleil. Les habitants de Strasbourg s'étaient habitués à voir Jeanne s'arrêter devant certaines boutiques, comme si elle suivait une carte invisible. La boulangerie des Martins, le petit café de la rue des Orfèvres, le marché aux fleurs. Chaque arrêt semblait avoir une signification particulière, bien que personne ne sache exactement laquelle. Les commerçants lui gardaient parfois une pomme ou une carotte, perpétuant une tradition dont l'origine s'était perdue dans le temps. Ce matin-là, cependant, quelque chose était différent. Les premiers rayons du soleil caressaient les toits de la ville quand Jeanne quitta son écurie, mais au lieu de suivre son parcours habituel, elle s'arrêta brusquement devant la vieille bibliothèque municipale. Son comportement inhabituel attira l'attention de Sophie Lambert, une jeune journaliste locale, qui remarqua que la note sur le licol de Jeanne avait changé. La nouvelle note disait simplement « Mon chemin a changé. Suivez-moi ». Ces mots, écrits de la même écriture élégante, déclenchèrent une vague de curiosité dans toute la ville. Sophie, intriguée par ce changement soudain, décida de suivre Jeanne ce jour-là, son carnet de notes à la main. Elle ne se doutait pas que ce simple changement d'itinéraire allait dévoiler une histoire enfouie depuis des décennies dans les rues de Strasbourg. Pendant ce temps, Émile, assis dans son fauteuil usé, regardait par la fenêtre avec une expression indéchiffrable. Dans ses mains tremblantes, il tenait une vieille photographie en noir et blanc, soigneusement préservée dans un cadre en bois. L'image montrait une jeune femme souriante à côté d'une jument étrangement similaire à Jeanne, devant un bâtiment qui n'existait plus. Au dos de la photo, une date, 1942. Sophie suivit Jeanne à travers les ruelles de Strasbourg, remarquant que la jument s'arrêtait maintenant devant des bâtiments qu'elle n'avait jamais visités auparavant. La première halte fut devant une ancienne boulangerie, aujourd'hui fermée, dans la rue des Juifs. Le propriétaire actuel du bâtiment, Marcel Fournier, un homme aux cheveux blancs comme la neige, sortit précipitamment en voyant Jeanne. « C'est extraordinaire !» s'exclama-t-il, les yeux brillants d'émotion. « Dans ma jeunesse, mon père me parlait toujours d'une jument identique qui s'arrêtait ici chaque matin. Elle appartenait à une famille qui... » Il s'arrêta brusquement, comme si les mots suivants étaient trop précieux pour être prononcés à la légère. Sophie, son instinct journalistique en éveil, nota chaque détail dans son carnet. Elle observa que Jeanne grattait le sol avec son sabot devant la boulangerie, comme si elle cherchait quelque chose. Marcel, voyant cela, murmura quelque chose à propos d'un ancien passage souterrain qui reliait autrefois plusieurs bâtiments du quartier. La jument reprit sa route, cette fois en direction de la place Gutenberg. En chemin, elle évita délibérément le marché central, son ancien lieu de prédilection, préférant emprunter des ruelles étroites que même certains habitants ignoraient. Sophie remarqua que ces passages formaient un motif particulier, comme une étoile à 6 branches sur le plan de la ville. Devant l'ancien hôtel de ville, Jeanne s'arrêta à nouveau. Une vieille dame, qui observait la scène depuis son balcon fleuri, descendit précipitamment. Elle se présenta comme Mathilde Keller, ancienne archiviste de la ville. « Cette jument, dit-elle en caressant doucement le flanc de Jeanne, elle suit les anciennes routes de la Résistance. Ces chemins étaient utilisés pour... » Sa voix se brisa, chargée d'émotions contenues. Sophie commença à comprendre que l'histoire de Jeanne était bien plus profonde qu'une simple promenade quotidienne. Chaque arrêt semblait connecté à un réseau invisible de souvenirs et de secrets. La journaliste remarqua également que plusieurs des bâtiments devant lesquels Jeanne s'arrêtait portaient de minuscules marques gravées près de leur fondation, presque effacées par le temps. Retournant à son bureau au journal local, Sophie commença à faire des recherches sur l'histoire de Strasbourg pendant la guerre.
Dans les archives, elle découvrit une série de photographies datant de 1942, montrant des scènes de la vie quotidienne. Sur l'une d'elles, à peine visible en arrière-plan, se trouvait une jument grise devant la même boulangerie que Jeanne avait visitée ce matin-là. Pendant ce temps, en ville, les habitants commençaient à suivre Jeanne en nombre croissant, partageant leurs propres histoires et souvenirs. Chaque nouveau témoignage ajoutait une pièce au puzzle, mais soulevait également de nouvelles questions. Pourquoi Jeanne avait-elle changé son parcours maintenant? Et pourquoi Émile Dubois, habituellement si bavard, était-il devenu si silencieux ces derniers jours? Le soleil se couchait sur Strasbourg quand Sophie décida de rendre visite à Émile Dubois. Elle avait passé l'après-midi à examiner les vieilles photographies trouvées dans les archives, et quelque chose dans le regard du vieil homme sur les récents clichés l'intriguait. Elle le trouva dans son jardin, assis sur un banc en bois usé, contemplant un rosier grimpant qui envahissait le mur de pierre. « Monsieur Dubois, » commença Sophie doucement, « j'aimerais vous parler de Jeanne. » Le vieil homme tourna lentement la tête vers elle, ses yeux brillant d'une lueur particulière. « Les roses, » dit-il en ignorant sa question, « elles étaient les préférées de Clara. Elle disait toujours que leur parfum lui rappelait la liberté. » Sophie s'assit à côté de lui, sortant délicatement la vieille photographie qu'elle avait trouvée. « Qui est Clara ?» demanda-t-elle gentiment. Émile prit la photo entre ses mains tremblantes, caressant doucement le papier jauni. « Clara Beaumont, murmura-t-il, elle était comme le printemps personnifié. Elle et sa jument, Liberté, étaient inséparables. » Pendant ce temps, dans les rues de la ville, Jeanne continuait son nouveau parcours, s'arrêtant cette fois devant une maison apparemment ordinaire de la rue des Tonneliers. Les habitants rassemblés remarquèrent qu'elle grattait le sol de manière insistante. Un vieil artisan, attiré par le bruit, sortit de son atelier et resta figé devant la scène. C'était la maison des Beaumont, expliqua-t-il à la foule. Il y avait une cave spéciale ici, connectée aux autres maisons du quartier. Les gens disaient que pendant la guerre. Il s'interrompit, regardant autour de lui comme si les murs eux-mêmes pouvaient encore garder des secrets. De retour dans le jardin d'Émile, Sophie écoutait attentivement alors que le vieil homme commençait enfin à parler. Il lui raconta comment, adolescent, il avait connu Clara Beaumont et sa jument Liberté. Comment il participait à un réseau secret de résistance culturelle, utilisant les écuries et les caves interconnectées pour préserver des œuvres d'art et des documents précieux. Jeanne, dit Émile en essuyant une larme, est la petite fille de Liberté. Clara me l'a confiée avant de partir pour Paris, promettant de revenir. Elle m'a fait jurer de préserver non seulement la jument, mais aussi les secrets qu'elle protégeait. Il se leva lentement, se dirigeant vers une vieille armoire en chêne dans le coin de son salon. À la tombée de la nuit, alors que les lampes de la ville s'allumaient une à une, Jeanne s'arrêta devant la cathédrale. La place était inhabituellement calme, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Dans la pénombre, quelqu'un remarqua que l'ombre projetée par la jument sur les pavés semblait former un motif étrange, pointant vers une direction précise. Sophie, qui avait quitté la maison d'Émile avec plus de questions que de réponses, observait la scène de loin. Dans son sac, elle portait maintenant un vieux carnet que le vieil homme lui avait confié, ses pages remplies d'une écriture élégante qu'elle reconnut immédiatement, la même que celle des notes sur le licol de Jeanne. Cette nuit-là, sous la lueur tamisée de sa lampe de bureau, Sophie commença à déchiffrer le journal de Clara Beaumont. Les pages jaunies révélaient une histoire extraordinaire d'amour, de courage et de détermination. Clara, une jeune artiste de 20 ans en 1942, avait utilisé sa jument Liberté pour créer un réseau secret de conservation du patrimoine culturel strasbourgeois. « Les chevaux sont nos gardiens silencieux », écrivait Clara. « Ils portent en eux la mémoire des rues, des pierres, et des secrets que nous leur confions. Liberté connaît chaque passage, chaque cave, chaque endroit où nous avons caché nos trésors. Un jour, ses descendants pourront peut-être montrer le chemin à ceux qui cherchent à comprendre. » Le lendemain matin, alors que l'aube colorait le ciel de rose, Jeanne entreprit un nouveau parcours encore plus intrigant. Cette fois, elle s'arrêta devant la bibliothèque humaniste, un bâtiment que Sophie n'avait jamais vraiment remarqué auparavant. La conservatrice, Madame Leblanc, une femme élégante aux cheveux gris, sortit précipitamment à la vue de la jument. « J'attendais ce moment, » dit-elle, les yeux brillants d'émotion. « Ma mère m'avait parlé d'une prophétie, quand la petite fille de Liberté changerait son chemin, ce serait le moment de révéler ce que nous gardons depuis si longtemps. » Elle invita Sophie à la suivre dans les archives de la bibliothèque. Dans une salle climatisée, Madame Leblanc sortit une collection de documents soigneusement préservés. Clara Beaumont n'était pas seulement une résistante, expliqua-t-elle.
Elle était la gardienne d'une tradition ancienne. Les chevaux de sa famille ont toujours eu un don particulier pour mémoriser et transmettre les chemins importants de notre histoire. Pendant ce temps, Émile, assis dans son jardin, sortit une clé ancienne de sa poche. Il la contempla longuement avant de prendre une décision qui semblait lui peser depuis des années. Il se dirigea vers son écurie, où une dalle particulière du sol cachait une petite cavité. À l'intérieur, un coffret en bois sculpté attendait d'être ouvert. Dans les rues, Jeanne continuait son parcours mystérieux, attirant maintenant l'attention des médias nationaux. Un historien local, le professeur Martin, commença à cartographier ses nouveaux arrêts. « Ce n'est pas un hasard », déclara-t-il à Sophie. « Ces points forment un motif qui correspond exactement à d'anciennes cartes de la ville que nous venons de découvrir dans les archives municipales. » Le soir venu, alors que Sophie continuait sa lecture du journal, elle découvrit une page particulièrement énigmatique. Clara y décrivait un système complexe de symboles gravés dans les pierres de certains bâtiments, formant une sorte de carte codée. « Seuls ceux qui savent regarder avec le cœur pourront voir le chemin », écrivait-elle. « Et seuls les gardiens à quatre pattes pourront le montrer quand le moment sera venu. » La journaliste commençait à comprendre que l'histoire de Jeanne était bien plus qu'une simple anecdote locale. C'était un lien vivant avec un passé riche en secrets et en actes de bravoure, une histoire d'amour pour la culture et la liberté qui transcendait les générations. Le Festival des Lumières de Strasbourg battait son plein quand Sophie reçut un message urgent d'Émile. La ville scintillait de mille feux, ses monuments historiques illuminés créant une atmosphère presque magique. Dans les rues animées, Jeanne avançait avec une détermination nouvelle, son pelage gris reflétant les lumières colorées des installations artistiques. « Il est temps », murmura Émile en accueillant Sophie dans son salon. Le vieil homme posa délicatement le coffret en bois sur la table. Clara m'avait fait promettre d'attendre le bon moment. Elle disait que nous saurions quand il arriverait. Ses mains tremblantes soulevèrent le couvercle, révélant un ensemble de documents, de photographies et une clé ancienne en bronze. Parmi les documents, une lettre particulière attira leur attention. L'écriture élégante de Clara remplissait plusieurs pages, datées de 1945. « Mon cher Émile, si tu lis ces lignes, c'est que le moment est venu. Les trésors que nous avons cachés ne sont pas seulement des objets d'art ou des livres. Ce sont les témoignages de notre humanité, de notre culture, de notre résistance pacifique face à la barbarie. » À l'extérieur, Jeanne avait commencé à rassembler une foule inhabituelle. Au lieu de suivre ses nouveaux chemins habituels, elle se dirigeait vers les berges de l'île, dans une zone rarement fréquentée. Le professeur Martin, qui suivait toujours ses déplacements, remarqua que son parcours formait maintenant un motif précis sur la carte, une clé. Sophie et Émile rejoignirent rapidement le groupe qui suivait Jeanne. La jument les conduisit jusqu'à un ancien bâtiment dont la façade donnait sur la rivière. Madame Leblanc les y attendait, tenant dans ses mains un épais dossier. Les archives de la bibliothèque humaniste ont révélé quelque chose d'extraordinaire, annonça-t-elle. Ce bâtiment était le point central d'un réseau complexe de préservation culturelle. Alors que la nuit tombait, la foule rassemblée observa Jeanne s'arrêter devant un mur en pierre apparemment ordinaire. Le professeur Martin s'avança, éclairant la surface avec une lampe spéciale. Sous la lumière, des symboles anciens apparurent, gravés dans la pierre, les mêmes que ceux décrits dans le journal de Clara. Ces marques, expliqua-t-il, font partie d'un système sophistiqué de navigation urbaine créé pendant les heures sombres de notre histoire. Les chevaux, comme Liberté et maintenant Jeanne, étaient les gardiens de ces chemins, transmettant leurs connaissances de génération en génération. Émile s'approcha du mur, la clé en bronze à la main. Dans la pénombre, il révéla une petite ouverture dissimulée derrière des années de lierre. Clara savait que ce jour viendrait, dit-il doucement. Elle savait que sa liberté transmettrait son savoir à sa descendance, et que Jeanne, au moment opportun, nous montrerait le chemin. La clé tourna dans la serrure avec un cliquetis sourd, révélant un passage étroit qui descendait sous le bâtiment. Émile, Sophie, Madame Leblanc et le professeur Martin pénétrèrent dans le tunnel, suivis par Jeanne qui semblait connaître parfaitement le chemin. Les lampes de leur téléphone éclairaient les murs couverts d'inscriptions et de symboles similaires à ceux du journal de Clara. Le passage débouchait sur une grande salle voûtée, remarquablement bien conservée. Des étagères en bois couvraient les murs, remplis de livres, de documents et d'œuvres d'art soigneusement protégées. Au centre de la pièce, une table en chêne massif supportait un grand livre relié en cuir. « Le catalogue des résistants culturels », murmura Madame Leblanc avec révérence. On pensait qu'il avait été perdu. Le livre contenait des centaines de noms,
de date et de location, documentant un vaste réseau de citoyens ordinaires qui avaient risqué leur vie pour préserver le patrimoine culturel de Strasbourg. Sophie découvrit une photographie encadrée sur le mur. Elle montrait Clara Beaumont, jeune et souriante, aux côtés de Liberté, devant ce même bâtiment. Au dos de la photo, une inscription, pour Émile, gardien de nos secrets. L'amour est plus fort que le temps. Émile, les yeux brillants de larmes, sortit une dernière lettre du coffret qu'il avait apporté. Clara l'a écrite peu avant son départ pour Paris, expliqua-t-il. Elle savait qu'elle ne reviendrait peut-être pas, mais elle avait foi en l'avenir. La lettre révélait son dernier souhait, que cette collection, ce témoignage de résistance pacifique et de préservation culturelle, soit un jour partagé avec le monde. Les jours suivants, la découverte fit sensation. Des historiens du monde entier vinrent étudier la collection, surnommée « Le Trésor de Jeanne ». La ville de Strasbourg décida de transformer le bâtiment en musée, préservant ainsi la mémoire de ces héros ordinaires qui avaient tant risqué pour la culture. Jeanne reprit ses promenades quotidiennes, mais son parcours incluait maintenant un arrêt devant le nouveau musée. Sa note changea une dernière fois, « Je m'appelle Jeanne, petite fille de Liberté. Je garde nos souvenirs vivants. » Émile, assis sur son banc habituel, regardait Jeanne partir chaque matin avec un sourire serein. Il avait tenu sa promesse envers Clara, et maintenant, leur histoire d'amour, de courage et de résistance culturelle vivrait à jamais dans la mémoire de Strasbourg. Sophie publia un livre sur l'histoire de Jeanne et du réseau de résistance culturelle, devenu depuis un best-seller international. Mais plus important encore, l'histoire rappelait à tous que l'héritage le plus précieux n'est pas toujours visible aux yeux, mais vit dans les cœurs de ceux qui choisissent de le préserver. Fin de l'histoire, chers auditeurs, nous espérons que l'histoire extraordinaire de Jeanne, Émile et Clara vous a touché. Pour continuer ce voyage émotionnel à travers l'histoire, nous avons préparé une playlist spéciale d'histoires tout aussi captivante. Vous la trouverez en cliquant sur le lien à gauche. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un « j'aime » à la vidéo. Chaque jour, nous partageons des histoires uniques qui explorent la complexité et la beauté de la vie. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous attendons vos commentaires avec impatience.